Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de 有美女. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Yo Mei-nu, avocate et législatrice notamment, mais nous allons parler aujourd'hui surtout de son enfance et de ses premières années du début de son engagement, puisqu'elle a grandi sous la loi martiale, qui a été levée en 1987, je le rappelle, et puis du début de son engagement aussi avec la fondation de la revue Awakening, une revue en faveur de l'égalité des genres qui marque la première vague du féminisme à Taïwan. Je commence donc par interroger Yo Mei-nu sur le contexte dans lequel elle est rentrée à l'université et comment elle a choisi son domaine d'études. En fait, à ce moment-là, il y avait encore la loi martiale. Je suis entrée à Taïda en 1973 et la loi martiale a été levée en 1987. Nous sommes nés et nous avons grandi sous la loi martiale. Donc à cette époque, nous avions une éducation nationale avec un bon lavage de cerveau. Il y avait une réponse correcte à tout. Au moment de rentrer à l'université, il y a un examen et comme on ne savait pas trop ce qui était enseigné dans les différents départements, tout le monde choisissait selon ses notes. Souvent, les universités étaient aussi classées et on choisissait les meilleurs selon nos résultats. Je me suis donc retrouvée en études politiques en première année. Mais les sciences politiques à l'époque, ce n'est pas exactement comme c'est aujourd'hui. Et elle s'est vite rendue compte que les débouchés ne seraient pas non plus très larges. On faisait des études de politique pour devenir diplomate, mais après, je me suis rendu compte que c'était une fonction réservée aux hommes. Pour les femmes, il n'y avait que 5 places par an. Je me suis dit que je n'avais aucune chance. Pour entrer à la fac, on fait nos choix selon les notes, mais après une année, en ayant vu que ce n'était pas ce qui correspondait, tout le monde change d'orientation. Et donc, à la fin de la première année, il y a eu la réunion des délégués d'élèves et ils ont envoyé des tas de gens demander aux responsables de chaque département les critères pour y entrer, les notes, s'il y a un examen, etc. Je suis allée demander au directeur du département de droit. On a beaucoup discuté et il m'a présenté les cours, le fait qu'il faut avoir une bonne logique, qu'on peut attaquer ou défendre. Il a ajouté que ce n'est pas réservé aux garçons, les filles aussi peuvent étudier le droit. Je lui ai demandé si je pouvais y entrer. Il m'a dit que j'étais la bienvenue et que je n'avais pas besoin de passer d'examen. À cette époque, il ne fallait pas avoir de très bonnes notes pour entrer en droit. Personne ne voulait faire de droit parce que sous la loi martiale, le droit était un outil politique. C'était perçu comme difficile à comprendre et l'impression commune était que le droit est seulement pour ceux qui enfreignaient les lois, pour les malfaiteurs, mais que les gens normaux et que les gens ordinaires n'ont pas besoin de comprendre le droit. C'était un choix par défaut. Ceux qui avaient les plus mauvaises notes finissaient dans ce département. Mais après la présentation de ce professeur, je me suis dit que c'était pas mal. Je pourrais devenir juge, procureur ou avocate, donc je me suis inscrite en droit. À ce moment-là, elle ignorait le futur qui l'attendait. Yo Mei-nu raconte qu'ils n'avaient pas vraiment de plan de carrière, qu'ils allaient un peu là où le vent les portait et c'était difficile de se projeter dans un métier déterminé. On n'avait pas de projet, je faisais de mon mieux à chaque moment, mais je n'avais aucune idée de comment serait mon avenir. On n'avait pas du tout de direction. Tous les directeurs d'école, procureurs, juristes, médecins, etc., tous les personnages publics qu'on pouvait voir, ce n'étaient que des hommes. La seule option pour les femmes était d'être mère de famille. L'éducation que j'ai reçue m'a aussi préparée à être une bonne épouse et une bonne mère. Ça donne l'impression que le monde extérieur n'a rien à voir avec nous, on ne peut que devenir maman. Donc je me disais que si j'obtiens mon diplôme, je pourrais peut-être devenir secrétaire, porter la sacoche du patron. Le patron serait un homme, évidemment. Je pourrais porter des beaux vêtements, travailler dans un grand immeuble. À l'époque, à la campagne, les conditions de travail étaient très mauvaises et donc travailler dans des bureaux luxueux, ça nous semblait être le summum de la réussite.
上班，然后每天穿得漂漂亮亮的，你会觉得那个就是你人生的最高最高的目标了。Yomeinu a fait bien plus que devenir secrétaire. D'ailleurs, elle n'est pas devenue secrétaire, elle est devenue avocate. Elle est actuellement directrice de l'Association nationale des avocats de Taïwan. Un des sujets sur lesquels elle a le plus travaillé sont les droits humains. Et alors, je lui ai demandé comment ça s'est passé, puisque quand elle était étudiante, c'était pas un sujet qui était très souvent évoqué ou pas de la même façon. Pour tout dire, sous la loi martiale, il n'y avait pas de droits humains. Il n'y avait même pas les mots pour en parler. C'est comme en Chine, quand ils parlent des droits humains. Une fois, j'étais très surprise. Je leur ai demandé ce qu'ils s'en disent et on m'a répondu qu'en Chine, ça n'existe pas. Ce qui est appelé droits humains, c'est en fait les droits du pays. Si le pays n'est pas fort, il n'y a rien à en dire. On parle des droits du pays, mais pas du peuple. Quand j'étais jeune, sous la loi martiale, c'était pareil. On parlait de la puissance du pays et c'est tout. Le peuple existe pour le pays. On te demande qu'est-ce que tu fais pour le pays, mais tu ne peux pas demander qu'est-ce que le pays fait pour moi. Pour expliquer sa prise de conscience par rapport aux droits humains, elle reparle de l'incident de Kaohsiung qui a eu lieu en 1979, au cours duquel un très grand nombre d'opposants politiques se sont fait arrêter et emprisonner suite à la publication de revues qui exprimaient leurs opinions politiques. Ensuite, je m'y suis intéressée petit à petit, d'une part parce que je suis devenue avocate, d'autre part parce que j'ai eu l'opportunité de faire partie de la revue Awakening. C'est la première revue fondée par un groupe de femmes à Taïwan. Il y a eu en 1979, l'incident de Kaohsiung, et beaucoup d'avocats ou d'étudiants de droit qui y avaient participé ont été arrêtés. Dans ces circonstances très strictes, Annette Lu, qui est l'ancienne vice-présidente, est aussi la première à avoir planté la graine du féministe à Taïwan. Elle a été une des premières à promouvoir le féminisme et elle a été emprisonnée pendant l'incident de Kaohsiung. Tout le groupe avec qui elle travaillait, avec qui elle avait fondé la ligne d'urgence de protection des femmes et la maison d'édition Tuo Huangzhe se sont dit qu'avec elle en prison, la graine qu'elle avait plantée n'allait plus être arrosée et qu'il leur fallait faire quelque chose. Ils ont donc fondé la revue Awakening. Annette Lu, Lu Xiaolian en chinois, donc qui est ensuite devenue vice-présidente sous Chen Shui-bian, avait fait les mêmes études que Yomeinu à Taïda, donc en droit. Et lorsqu'ils avaient fondé la revue Awakening, ces personnes étaient conscientes qu'il leur fallait quelqu'un qui s'y connaisse dans ce domaine pour les protéger parce que ce n'était pas leur spécialité. Et donc, à travers des personnes interposées, ils ont pris contact avec Yomeinu. Et Yomeinu, à ce moment-là, venait de passer ses concours d'avocate et de juge. Et donc, elle continuait son cursus en master. Et c'est à ce moment-là qu'on lui a proposé de faire partie d'Awakening. Elle a donc accepté et c'est là qu'elle s'est plus sensibilisée aux questions des droits humains et en particulier de genre, bien sûr. J'ai fait de plus en plus attention aux questions de droits humains et en même temps que le mouvement pour la démocratisation de Taïwan se renforçait, le sujet des droits humains était aussi de plus en plus présent dans la sphère politique. Bien sûr, le processus de démocratisation de Taïwan a eu lieu de manière conjointe avec tous les mouvements sociaux, y compris le mouvement féministe, le mouvement de protection de l'environnement, celui de protection des droits des consommateurs, des droits des travailleurs. Tous ces mouvements sont en lien avec les droits humains. J'ai aussi beaucoup appris et pris confiance grâce à ce processus et c'est comme cela que les droits humains sont devenus mon travail, mon ADN. C'est depuis ce moment que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Être au bon moment, au bon endroit a bien sûr participé de sa formation et de sa sensibilité par rapport aux droits humains. Et en même temps, sa famille et son éducation y ont participé aussi.
Comment dire, il faut donc avoir une vraie prise de conscience. Sans être conscient de ce qui se passe, on ne voit pas les problèmes. Par exemple, j'ai grandi dans un contexte où on était 6 enfants et mon père favorisait énormément les garçons. Quand ma sœur aînée a passé le concours d'entrée à l'université, mon père n'a pas voulu qu'elle continue ses études. Ma mère a fait preuve de beaucoup d'imagination et de persuasion et a réussi à faire que mon père accepte que ma sœur aînée aille à l'université. Ma sœur a 11 ans de plus de moi, elle doit souvent se battre pour avoir le droit de faire beaucoup de choses, pour pouvoir être en couple avec le garçon qu'elle choisit. C'était toute une révolution dans la famille. Même si j'ai moins vécu ces injustices parce que je suis la 5e de la fratrie, que la société s'est ouverte petit à petit, que la situation économique de la famille s'est améliorée, qu'il y avait plus de ressources, j'avais de meilleurs résultats scolaires aussi parce qu'en voyant l'exemple de ma sœur, je savais que je devais étudier de toutes mes forces, devenir déléguée de classe, tout faire pour être la fierté de mes parents et qu'il ne m'empêche pas de poursuivre mes études. Voir sa grande sœur lutter, mais aussi voir son père et sa mère traiter leurs enfants de manière très différente, ont été des déclencheurs dans la prise de conscience des inégalités de traitement entre les filles et les garçons, entre les femmes et les hommes, pour Yomeinu. Avec Awakening, tout le monde parlait de ces sujets et même si je n'avais pas été directement victime de certaines de ces injustices, j'ai pu observer combien c'était dur pour ma grande sœur et me dire que c'est vrai. Ma mère est mère au foyer. Quand elle a fini les cours du primaire, sa mère ne l'a pas laissée continuer à aller à l'école et lui a dit qu'elle devait gagner de l'argent et devenir ouvrière. On était 6 enfants, 3 garçons et 3 filles, nés en alternance une fille puis un garçon et ainsi de suite. Quand il fallait faire le ménage, ma mère faisait participer tous les enfants et pour préparer les repas ou débarrasser la table, pareil. Au moment des devoirs, on était tous dans la cuisine et on étudiait ensemble en silence. Par ma mère, j'ai appris qu'il n'y a pas de différence entre les filles et les garçons. Mais pour mon père, c'était autre chose. On avait des difficultés financières et il faisait passer les garçons avant. Si une fille voulait étudier, il fallait voir. Et si elle voulait demander de l'argent, ce n'était même pas la peine. Mais si un garçon n'avait pas réussi un examen, il l'envoyait en cours du soir. Pour ça, il avait de l'argent. On voit très clairement que ce n'est pas un traitement égal. Petite, elle a été témoin des injustices dont ont souffert sa sœur et sa mère. Ensuite, en grandissant, elle a vu le mouvement féministe qui a donné une impulsion beaucoup plus forte à cette envie de se rebeller contre ces injustices. Avec le mouvement féministe, quand ces sujets sont arrivés dans la sphère publique, comme ce sont des choses que j'ai vécues ou que j'ai observées dans ma famille, ça m'a très vite parlé et j'étais tout de suite convaincue que oui, la situation est injuste et on doit l'améliorer. Faire ça toute seule, c'est impossible. Mais quand tout le monde s'attaque ensemble à un problème, cela donne un enthousiasme, une force incroyable. Et pour en savoir plus sur ce qu'elle a fait avec cet enthousiasme et cette force incroyable, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir le parcours de Yomeinu. C'était Florian Dai pour Radio Taïwan International.